Tant que nous ne libérons pas notre esprit de ce conditionnement, nous resterons des esclaves consentants de ceux qui nous dirigent vraiment. Je vais juste lire le petit paragraphe d'entrée. Il existe une opposition contrôlée, incarnée par de faux dissidents. Ces figures médiatiques prétendent dénoncer le système, mais elles le font dans les limites acceptables, évitant soigneusement, trois petits points. Tu as lu le texte, Gary, vas-y, on t'écoute. Bien, c'est difficile de ne pas être d'accord avec l'affirmation, hein, dans un premier point. Mais tu sais, pendant que je le lisais, j'essayais d'être en observation par rapport à qu'est-ce que je ressens, comment ça vibre à l'intérieur de moi. Puis qu'est-ce que ça m'amène comme réflexion? Euh, le conditionnement, ben, on est tous purement et simplement juste du conditionnement. Tu sais, ça commence à la maison, nos parents, comment ils nous élèvent. Puis c'est drôle parce qu'on a une visite chez moi, on héberge le père de ma conjointe qui a eu un accident cardio-cérébral et il n'a plus aucune mémoire. Il peut me demander 8 fois consécutives, là. Aujourd'hui, on est quel jour? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et, mais en même temps, il a une qualité de présence incroyable parce qu'il n'est plus dans le passé puis il n'est plus dans le futur. Fait que lui, sa réalité, c'est le moment présent. Et on se disait, moi et ma conjointe, c'est fou, hein? On fait des ateliers, on travaille, on a vraiment travaillé notre spiritualité, etc., pour arriver à cet état-là que lui a eu malheureusement par un accident. Mais son bonheur est très, très simple. Hein? Le conditionnement peut nous amener dans des choses très positives, comme il peut m'amener dans des choses très négatives. C'est neutre, le conditionnement. Mais je ne suis que pur conditionnement en fonction de mon éducation, mon vécu, mon passé émotionnel, etc. Où ça devient plus difficile, puis c'est ce que je comprends de ton texte, c'est quand c'est organisé et volontairement pour m'amener dans un consentement qui est à l'encontre de mes propres besoins, mon propre bien-être. Tu sais, je dis toujours à mes étudiants à la blague, si je vous avais eu assez jeune, j'aurais pu vous faire manger du caca et vous auriez trouvé ça excellent. J'aurais juste eu à jouer avec les empreintes émotionnelles. Hein? Et on sait que la mémoire émotionnelle est associative, donc faire les bonnes associations et ça serait fait très facilement. On sait exactement comment faire. C'est pas nouveau là, ce que je dis là, on le sait depuis 1929 comment faire. Et les gouvernements, ben, des fois, s'en sont servis pour un bien-être collectif, puis des fois, s'en ont servi pour un mal-être collectif. Et ce que j'aime de ton texte, Bertrand, c'est que tu soulèves qu'actuellement, il y a des champs de force qui travaillent pour nous amener dans des choses qui sont à l'encontre de notre bien-être collectif et même bien-être individuel. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment je fais, puis c'est beaucoup ça mes travaux en ce moment, c'est comment je fais dans ce tourbillon-là, hein, on est comme dans des machines à boules, là, je ne sais pas si tu te rappelles quand on était jeune, là, on est comme dans des machines à boules de force, de différents conditionnements, mais qui nous amènent vers des choses qui sont difficiles à gérer. Puis même quand on veut faire le bien, on finit des fois par bousculer les gens, puis ça fait du mal. Hein, si on pense quand on les met dans des troubles quand on les met en opposition par rapport à leurs croyances, par rapport à ce qui se passe. Je lisais ce matin un article d'une députée d'un parti politique qui se prévaut d'être le parti du respect, de l'inclusion, mais dans la même phrase, elle a dit 3 insultes au président américain. Mais ça, c'est correct. T'sais? Mais quand tu mets les gens face à ces incohérences-là, les gens, ils deviennent agressifs. Puis là, je ne sais pas combien, probablement la plupart de tes auditeurs, Carl, se sont fait crier, insulter, puis il y a eu des chicanes, soit avec leurs amis ou avec leur famille, parce que de façon positive ou négative, ils voulaient juste soulever ces incohérences-là. Mais on arrive à un moment où le conditionnement est tellement fort que juste soulever une contradiction ou juste soulever un petit côté du tapis, là, c'est déjà trop.
et les gens embarquent dans des réactions émotives incroyables. Hein. Euh, et j'ai beaucoup aimé ton texte parce que ça soulevait cet aspect-là. Et je ne peux être que d'accord avec toi. Euh, Chaque fois que quelqu'un se libère de son conditionnement, qui l'amène vers des choses négatives, il retrouve de l'énergie, il reprend de la force, il reprend de la santé. Hein? Moi, ce que je voulais, Gary, quand tu as commencé à en parler, j'ai cru que tu allais aller dans cette direction parce que, merci pour ton compliment, mais quand j'essaie de faire un texte, euh, justement, j'essaie de le rédiger un peu comme une musique. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'aime bien imaginer que la personne va le lire et ça peut être long, mais en réalité, c'est très agréable à lire. Parce qu'en Mm-hmm. fait, euh, à chaque fois que je fais un texte, j'essaie de faire le meilleur texte que j'aimerais lire sur le Mm-hmm. sujet sur lequel j'écris. Et après, je suis quelqu'un qui radote. Donc, parfois, je refais des textes qui reprennent Mm-hmm. les mêmes thèmes. Parce que quand j'aime bien la pédagogie par la répétition, en fait. Moi, Ouais. je pense qu'on apprend des Mm-hmm. choses compliquées quand on ne les répète plein de fois. Ouais. Et, et c'est un peu le travail que fait Candace Owens avec ses émissions, c'est un peu le travail des bons profs. Et en fait, qu'est-ce que tu as ressenti justement? Parce que les gens, face à un long texte, Ouais. parfois, ils ne se lancent pas dans le texte. Mais toi, tu l'as fait. Ouais. Est-ce que c'était dur à lire? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que... Ben, tu sais, il faut comprendre que est-ce que on t'a déjà dit c'est quoi la définition mathématique des Québécois? Non. OK. On est Q égale moins F plus B fois A au carré. On est beaucoup moins français qu'on pense. On est beaucoup plus britannique qu'on pense, mais on est surtout très, très, très nord-américain. Et hein, quand on regarde les nord-américains, c'est la rapidité. Fait que ton texte, qui est comme une musique, euh, pour certains, pourrait devenir, en tout cas pour plusieurs Québécois maintenant, on lit pas beaucoup hein, en passant au Québec. Là, on lit très, très peu. Hein. La moyenne des Québécois, c'est pas un livre par année. Donc, moi, je suis capable de le lire, là, mais il y a une question de... Pour moi, c'est long. T'sais. Mais c'est sûr, c'est mon sujet. Fait que, je vois rapidement, puis, mais pour moi, c'est un peu long. Si je me permets une critique, là, mais c'est pas grave en même temps parce que les choses Ah oui, intelligentes mais prennent du temps à expliquer. Fait que c'est la seule critique que je me permettrais à ton égard, Bertrand. La longueur, un peu pour moi, mais c'est surtout, c'est très personnel, là, c'est pas grave. Ça enlève rien de la alors qualité puis que les des personnes idées. qui écoutent, hein, en plus, il y a une version lue qui est possible d'écouter. Donc, Ah ouais? comme ça, c'est facile de faire Écoute, en repassant, etc. je, Mais je, je ferai le tour. Mais quand tu parles du conditionnement des médias, c'est vraiment une machine à propagande incroyable. Ce n'est Ouais, que ça, c'est dingue. que ça. Puis ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir les juxtapositions d'images. On va te parler d'un drame qui va avoir dans un côté d'écran, puis à côté, on va mettre la personne qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas, mais il est associé au drame. Il y a une équation mentale qui se fait. Et le texte en bas, tout est organisé, à tort ou à raison, là, pour que tranquillement, le one drop là, de l'idée que le germe du conditionnement se fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va pouvoir réussir à survivre à ça, psychologiquement. Parce C'est un que choc énorme qui arrive. les statistiques sur la santé mentale sont atroces. Euh, les statistiques sur le bonheur sont atroces. Puis je ne veux pas rentrer dans un débat de chiffres, mais c'est épeurant. Et quand tu regardes, tantôt tu parlais, tu faisais référence à la santé, hein, sur des indicateurs comme le taux d'obésité, etc. Ça va tout ensemble pour moi, c'est tout lié, ça. C'est tout lié, là. Et on a un martelage à jour après jour après jour après jour. Mais la question que je me pose, c'est comment on finit par s'en sortir? Et moi, c'est là mon travail. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Et
principale chose, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, là, c'est un long préambule, mais c'est là-dessus, après ça, je te passe la rondelle. La chose qui est le plus difficile pour la machine, c'est quand les gens sont heureux. C'est de cultiver notre bonheur. C'est le plus grand antidote à tout ce qu'ils peuvent faire. Moi, ils peuvent m'enlever ma voiture, ils peuvent m'enlever mon argent, ils peuvent m'enlever bien des affaires, là. Mais l'amour que j'ai avec mes enfants, ma conjointe, le bonheur intrinsèque que j'ai à l'intérieur de moi, plus je le cultive, ça, moi, ils peuvent m'atteindre. Mais c'est drôle parce qu'au fur et à mesure où tu disais ça, moi, c'est parmi les images qui m'ont le plus marqué depuis 1 an et demi. C'est les images des personnes à Gaza et ces enfants qui, malgré les bombes, malgré les nuits blanches, malgré l'eau de mauvaise qualité, pas de dentiste, vous imaginez dans quel monde les gens aujourd'hui, tu vois, pas de brosse à dents, pas de dentifrice, enfin, tout ça, ils ont rien eu. Et en fait, ils sont heureux. C'est fou, hein? Ils sont heureux. Exactement ce que tu viens de dire. C'est que tout leur est enlevé, mais ça reste. Et ils sont beaux. Et d'ailleurs, ça doit être dur d'avoir des gens qu'on fait souffrir autant et qui sont aussi beaux. Tu sais, c'est un paradoxe, hein? Ouais. C'est ceux qui instrumentalisent ça pour essayer de leur donner l'image d'animaux. Parce que je te rappelle, les discours le 7 octobre, de l'autre côté de ce mur, c'est des animaux, c'est des gens horribles. Et toutes les images qu'on voit, c'est des gens qui sont beaux, qui sourient, qui n'ont pas du tout envie de faire la guerre, qui ont envie de dormir, qui ont envie d'être médecins, qui ont perdu une jambe et qui ont envie quand même qu'on leur donne une prothèse pour pouvoir jouer au foot. Parce qu'avant la guerre, ils jouaient au foot avec leurs copains et ils veulent pouvoir recommencer après la guerre. Moi, j'ai vu cette interview d'un petit garçon qui a perdu une jambe et un bras et son visage est magnifique. J'ai reposté 10 fois sa vidéo sur plusieurs semaines pour dire n'oubliez pas ce visage, regardez. Vous vous plaignez, mais fermez vos gueules. Ça, c'est la douleur, exactement ce que tu viens de dire. Et notre caractéristique d'être humain, c'est de cultiver l'amour, de cultiver le bonheur, la foi. Parce que ces gens, ils supportent tout ça. Pourquoi? Ils ont la foi. Oui. Ce qui est intéressant de voir en ce moment, c'est que la lumière, parce qu'il y a un éveil de conscience, tu sais, on est quand même rendu près de, je voyais des statistiques, là, près de 2 milliards de personnes qui méditent, qui cultivent leur monde intérieur à différents degrés. Fait qu'il y a quand même un niveau de conscience qui monte. Mais en même temps, je pense que l'atrocité monte au même niveau. Hein? Il y a comme un équilibre qui se tient en ce moment, là. Le prochain step à faire, je pense que tu l'as bien cerné, c'est l'éveil des consciences, hein? C'est de sortir de cette matrice-là, au moins de savoir à quel moment ça, c'est du conditionnement. Puis je m'excuse, là, mes chiens, les entendez-vous? Non, on l'entend pas. Non, OK, je m'excuse. Un super micro. Oui, merci. Moi, je suis installé. M'ont fait perdre mon idée. Comment? Sortir de la matrice, tu étais là. Comment sortir de la matrice? Si tu prends quelqu'un puis tu le sors complètement de la matrice en un coup, les gens virent schizophrènes. C'est trop gros, c'est trop fort. Exactement, je suis d'accord. Je pense qu'en ce moment, les révélations se font à un rythme que les gens sont capables d'accueillir. Et il y a comme une logique en arrière, on pourrait dire divine. Moi, je vais le dire comme ça. Tu sais, de voir que ton président à toi, ben pas le tien, là, mais mettons, Macron a peut-être des orientations sexuelles ou que peut-être des prêtres non, etc. Pour moi, ça peut évoquer différentes choses, mais c'est moins touchant que si c'était quelqu'un à côté de chez moi. Tu me suis? Oui, c'est quand même intéressant que ça se dise aux États-Unis, mais il y a une équation qui se fait. Si ça se fait en France, est-ce que ça peut se faire aux États-Unis?
Et je vois très bien ce que tu veux dire. Là, tu comprends? Fait qu'il y a comme une logique qui est plus grande que toi puis moi dans tout ça. Exactement. Et moi, j'essaie de Et puis, faire... vous avez les mêmes questions au Canada en plus. Ah ben oui. Oui, mais en le voyant Candace Owen qui parle d'en France, ça fait que je me dis, au Canada, est-ce que ça peut être vrai aussi? Et tranquillement, je pense que quand il y a un éveil de conscience, l'éveil de conscience se fait, c'est triste, mais il y a deux façons. Ou c'est la révolution, ou c'est la douceur évolutive. Évolution versus révolution. Et on dirait qu'en ce moment, sur le long terme, là, parce que tu as étudié l'histoire, c'est des structures qui évoluent, qui permettent de changer l'événement. Et je suis convaincu qu'en ce moment, il y a un éveil de conscience qui est accéléré, qui fait qu'à un moment donné, le switch va se faire. Mais ce switch-là, collectif, passe par un changement individuel. Et le changement individuel, il n'est pas facile, c'est difficile. Il faut travailler sur son ego, il faut travailler ses besoins irrationnels, il faut travailler ses peurs, ses conditionnements. Et ça demande du temps. C'est pas facile à faire. Hein? Et c'est une responsabilité individuelle. C'est beau de m'inquiéter de Macron puis tout, puis mais en même temps, je me dis, moi, c'est pas dans ma sphère d'influence à moi. Toi, ça l'est dans la tienne. Toi, c'est beau, tu peux agir là-dessus. Mais souvent, je dis à mes gens, travaillons sur notre sphère de rayonnement. Carl a une sphère de rayonnement beaucoup plus grande que la mienne. Ben, il peut influencer par ces choses. Mais ma mère de 78 ans, son rayonnement, il est petit. Mais qu'est-ce qu'elle peut travailler, elle? Elle peut travailler, se libérer de ses peurs, ses insécurités financières. Elle peut se libérer de son ego, de ses besoins irrationnels. Et ça, pour moi, c'est vraiment là que l'évolution se fait. C'est bizarre, hein? Parce que chaque fois, le collectif change. À chaque fois qu'un individu se libère de son ego, le collectif change. C'est clair. Hein? Donc, et tout ce que ça soulève ici, là, ce dossier-là là, de Brigitte Macron, là, on remet en question les croyances de tout le monde, de la masse au complet. Puis on ne s'attend pas à ce que ça change là, à travers ces capsules-là, mais il y a véritablement un phénomène qu'on creuse ensemble, Bertrand. Et grâce à tes analyses, c'est là qu'on comprend pourquoi tu as été arrêté. Et ce que Candace Owen fait, c'est une femme qui a la foi de couleur, très difficile à attaquer aussi. Elle peut dire des choses comme femme que toi et moi, on ne peut pas dire sur Brigitte Macron. Et ça rend cette opération-là porteuse d'avenir. Là, j'ai l'impression que tout ce que Trump et l'entourage de Trump, parce qu'elle, on peut la mettre dans l'entourage de Trump, là. Elle fait partie de ce phénomène médiatique aux États-Unis qui a fait qu'on a changé les choses aux États-Unis. J'en parle souvent dans mes émissions. C'est les médias dits indépendants aux États-Unis qui maintenant font la différence dans l'information. Tant que l'information va rester comme on l'a au Québec, au Canada et en France, on n'est pas sorti de l'auberge. Et j'ai l'impression qu'avec YouSaid et tout ce que Trump est en train de faire, toi, en tout cas, ce soir, Bertrand, tu me permets d'espérer encore. Bien sans sûr. Tomber dans la partisanerie, tu m'expliques que laissons-le travailler, laissons-le faire 100 jours avant de juger. Puis, non, c'est encourageant ce que vous nous dites ce soir, les gars. Moi, je suis super optimiste. Je ne sais pas toi, Bertrand, mais moi, je suis, peut-être que je suis un imbécile heureux, là, un optimiste heureux, mais moi, j'ai la foi. Moi aussi. Et j'ai vraiment la foi en l'être humain. C'est drôle, hein? Et des fois, c'est dans les pires situations, dans les pires désastres, qu'on trouve le plus de puissance de transformer les choses. Et d'être conscient de toutes ces incongruences, saletés-là, puis dégueulasseries qu'on voit, là,
ça ramène les gens à se mobiliser puis à prendre au fond d'eux la force de se transformer, de transformer des situations. Et moi, c'est pour ça que je suis super optimiste. Je suis zéro pessimiste. Je l'étais plus quand le COVID a commencé. Puis Gary, toi puis Bertrand, c'est la même chose. On a beaucoup, on a été très surpris par la COVID. Ça nous a fait réagir les trois. Je vous connais bien maintenant, vos deux. Et c'est à partir de la COVID là, qu'on a pris, il y a eu une prise de conscience et qu'aujourd'hui, vous continuez votre combat. Bertrand, tu as tout lâché pendant la COVID parce que tu crois encore qu'il y a urgence en la demeure. Puis c'est pour ça qu'on fait tout le travail qu'on fait ce soir. Merci. Et gardez la foi. Ça, c'est une autre affaire qui est plus à la mode, mais que tu tiens. Et à travers ton analyse, Bertrand, tu as toujours resté très solide dans ta foi. Donc, et aujourd'hui, ce que Candace Owen fait, met tout en lumière ton travail. Et il n'y a pas de hasard dans la vie, Bertrand. Merci. Oui, il ne faut pas que tu lâches, Bertrand. C'est beau ce que tu fais. Merci beaucoup. À bientôt.